Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Olivier Majeron, je suis sexologue universitaire et coach de vie. Notre motto, le bien-être sexuel inspirant. Dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Et aujourd'hui, pour ce 18e épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Victoria, qui sera bientôt notre complice de création des podcasts. Et dans ce cadre-là, Victoria se prête au jeu de se dévoiler, d'oser parler de sa sexualité et vous offrir en fait une partie de son parcours. Bonjour Victoria. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe, on est très content de t'accueillir. Merci, c'est partagé, c'est une belle rencontre amicale déjà d'abord et puis des projets qui fleurissent et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Merci en tout cas vraiment d'avoir accepté l'invitation. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Victoria et moi on travaille ensemble pour proposer les ateliers de Tente Blanche, Tente Rouge, également les ateliers duo avec l'ASBL Femmes Prod ici à Bruxelles. Et comme Camille Bataillon est très occupée sur d'autres projets, elle lève un peu le pied sur les podcasts et je vais continuer avec mon acolyte Victoria et Camille Rimbaud. Voilà, donc on forme un nouveau trio. Et donc dans ce premier épisode pour toi, on te propose de dévoiler un petit peu ton histoire en 3 étapes clés qui ont finalement fait évoluer ta sexualité, ton bien-être. Et donc voilà, quel est le premier élément que tu as envie de nous partager ? Alors j'ai un très beau souvenir d'enfance qui, quand je le raconte avec le regard d'adulte, je vois souvent des réactions très surprises et beaucoup d'empathie, comme si c'était quelque chose de grave, alors que moi, en fait, j'en ai un super bon souvenir. J'étais en 3e maternelle et je n'avais à la maison que des sœurs à ce moment-là et mon papa travaillait, donc moi les garçons, j'y connaissais rien. Et j'avais une curiosité, je me rappelle enfant qu'en fait je voulais savoir. Moi j'avais une zézette, j'en étais consciente, mais on pouvait pas en parler à la maison. Mais qu'est-ce qu'avaient les garçons ? Je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je savais pas. Donc j'ai proposé à des garçons de la classe de leur montrer ma zézette et eux montrent leur zizi. Alors, j'étais dans une école maternelle flamande, dans le Brabant flamand, donc c'est intéressant quand même de le préciser. Et je me rappelle, nous étions derrière un arbre dans la cour de récréation, et très fièrement, donc c'est ça mon très beau souvenir, c'est que toute petite fille, je devais avoir une petite robe, j'ai soulevé ma robe, j'ai abaissé ma culotte et je leur ai montré ma zézette avec beaucoup de fierté, parce que j'en étais vraiment très fière. Et il devait y avoir 4 ou 5 garçons devant moi, et je me rappelle, il y avait cette puissance, cette fierté d'être qui, parce que j'avais quelque chose à leur montrer, à leur apprendre, et puis après c'était leur tour. Évidemment, à ce moment-là, arrive la maîtresse. Bah oui. Et du coup, c'était assez drôle parce que je me rappelle plus à ce moment-là de ce qui se passe. Mais par contre, le souvenir continue après, où je suis avec mes acolytes filles, parce qu'on était un petit groupe trio de 3 copines. Et j'entends, donc je me rappelle pas m'être fait engueuler. Je me rappelle pas d'avoir eu une punition, tout ça, je l'ai pas retenu. Mais plus loin dans cette journée ou à une autre récréation, eh bien, les professeurs étaient en train de parler entre elles et nous, on écoutait parce que je me rappelle qu'on aimait bien écouter les adultes parler. Il y avait quelque chose de mystérieux. En plus, on comprenait pas tout, mais on avait cette curiosité du langage des adultes, comme si c'était un monde un peu à part. Et il y avait un petit banc avec une haie et nous, on était derrière la haie et on écoutait. Sauf qu'en fait, elle parlait de moi. Et elle disait, avec des mots que j'ai retenus bizarrement en français alors que c'était en néerlandais, mais pour vous dire à quel point c'est vraiment imprégné dans mon esprit, que j'étais vraiment une prostituée, que j'allais vraiment rien pouvoir faire dans la vie, que vous vous rendez compte, une gamine de cet âge-là commence à montrer son sexe, blablabla. Et moi, en tant qu'enfant, alors j'avais mes 2 copines qui étaient à gauche et à droite de moi, elles se sont liquéfiées, elles m'ont regardé comme si c'était quelque chose de très grave, et moi je regardais les adultes en me disant mais elles ont rien compris en fait. Genre, je comprenais pas pourquoi il y avait quelque chose de négatif, alors que j'avais rien fait de mal. Et puis surtout, moi, avec mon petit regard d'enfant, je me disais genre, mais les adultes, en fait, ils comprennent rien. Mais vraiment rien. Et donc, c'est marrant parce que le souvenir s'arrête là.
je me rappelle pas m'être fait engueuler par mes parents. Tout ça a complètement disparu et ça a dû être là, hein, à mon avis. Mais voilà, je garde avec beaucoup de plaisir ce souvenir parce que j'ai dû retrouver avec les années ma sexualité personnelle. Et puis ce souvenir-là, en fait, je l'ai retransformé et j'ai retrouvé la puissance du souvenir et non pas la honte. Parce que j'imagine quand même qu'une honte a dû s'installer. Après, je sais que la masturbation n'a pas pu avoir lieu correctement, à mon avis à cause de ça, et puis après à cause d'autres événements. Mais voilà, ça c'est mon premier souvenir. Et t'avais quel âge exactement en troisième maternelle? Alors en troisième maternelle... Certains auditeurs sont pas de Belgique, et donc... on a 5 ans. Environ. Ouais, 5 ans, parce qu'à 6 ans on est en primaire, donc je dirais 4-5 ans ou 5-6 ans, je sais plus très bien. Donc premier souvenir. Et puis après... J'ai un deuxième souvenir, mais qui est plus général, c'est que avec la sexualisation des corps des filles, avec le patriarcat, eh bien en tant qu'adolescente, on grandit merveilleusement bien, hein, on se le cache pas, et donc voilà, moi j'ai développé dépression, boulimie avant 19 ans, c'était un grand plaisir, et il a fallu reconstruire tout ça, arrivé à 20 ans. Donc, on n'habite plus chez les parents, on voyage, on prend confiance en soi, on essaye de récupérer. Moi, j'avais complètement perdu ma personnalité, ou en tout cas cette énergie vive, cet amour, et tout ça, j'avais complètement perdu, et j'avais développé une haine de mon corps qui était bien ancrée. Et j'ai retrouvé la confiance en moi via les voyages, via des boulots, des belles amitiés, des cours de théâtre et ce genre de choses. Et puis surtout, ce qui a été très beau, c'est que le rapport avec mon corps, j'ai fait un beau voyage grâce à mes histoires amoureuses et grâce à mes amants. J'ai encore aujourd'hui un immense, merci, amour pour tous ces amants qui en fait ont eu cette délicatesse de prendre le temps de m'écouter, et même s'ils le faisaient pas, même s'ils étaient un peu gauche, je l'étais aussi, donc il y avait pas forcément, j'ai eu la chance de pas être tombée sur des gens violents, parce que je pense que si j'avais eu un amant violent ou une relation toxique, ça aurait été un peu compliqué, mais j'ai pas eu ça. Et donc c'est marrant parce que ma première fois, je la situe pas à la première pénétration, parce que j'avais envie que ça se passe vite et dire comme tout le monde que je l'avais fait, mais vraiment à la première personne qui m'a fait l'amour. C'est pas vraiment un souvenir précis, mais quand je pense à cette deuxième étape de ma vie sexuelle, c'est plutôt à tous ces amants qui m'ont donné confiance en moi. Et c'est vrai que j'ai beau être très pudique, même avec mes copines, j'ai encore du mal. Donc les restes de la boulimie, j'ai du mal à me mettre en maillot de bain devant ma famille, devant mes amis. J'ai peur du jugement de mon corps et tout ça. Mais devant un amant, je n'ai aucune limite et aucune pudeur. Donc c'est assez intéressant parce que alors j'ai quand même je suis pas à 300% encore libérée, hein, il y a encore des petites étapes qui prendront plus de temps, mais je veux dire j'ai une fierté de mon corps et de qui je suis avec les hommes. C'est hyper chouette. Je voulais te demander quelle est la différence que tu fais entre du coup cette pénétration et le fait de faire l'amour. Alors c'est une super bonne question. Déjà, la première fois où on m'a pénétrée, j'étais pas présente. C'est assez triste à dire, mais c'est une première fois où en fait j'ai laissé le garçon faire et j'avais juste qu'une hâte, c'est que ça se passe, que ce soit fini et que j'ai plus cette honte d'être encore vierge à l'âge que j'avais. Je crois que je devais avoir 19 ans et toutes mes copines l'avaient déjà fait, moi pas, et donc ça a vraiment été un truc de bon maintenant ça suffit, il y a quelqu'un qui est disponible, j'y vais. C'était quelqu'un aussi qui avait pris du temps pour venir vers moi. Donc j'avais quand même eu, ça s'est pas passé, c'était pas un inconnu, non, ça s'est passé sur plusieurs jours et moi j'avais une barrière entre moi et la sexualité qui était gigantesque et en fait il a pris le temps de venir vers moi. Donc c'est pas pour rien que c'était lui aussi. Donc c'était pas violent, mais j'étais pas présente. Pour vous dire, j'étais persuadée que j'avais trouvé la sexualité géniale parce que j'étais très intéressée par ça. Même si ma masturbation n'était pas idéale, j'étais très fort poussée sur la sexualité. Et donc j'attendais aussi très fort. Donc je pense que ça a été un peu ça. Et quand ça s'est passé, mais je me suis fait chier. Mais d'une force. J'adore. Vraiment. Et donc, je me rappelle avoir regardé le plafond et de me dire, mais ça peut pas être ça, quand même. On en fait des films, des histoires et des trucs érotiques. Ça peut pas être ça. Je comprends pas. Là, heureusement, j'avais d'autres choses à penser, mais c'était vraiment, donc ça faisait pas mal,
mais alors ça me faisait rien du tout. Donc voilà. Et là, donc la première personne qui m'a fait l'amour, par contre, c'est marrant parce que entre les deux personnes, c'est la personne qui a suivi la première. Et il y a eu 2 ans. 2 ans où il y a eu 0 relation amoureuse. Moi, je fais des grandes périodes d'abstinence qui sont pas forcément voulues, mais qui après racontent plein de choses et qui sont là après. Je comprends pourquoi elles sont là. Et donc cette deuxième personne, en fait, a l'impression que je suis encore vierge parce que mon corps n'a pas. C'est vrai, en fait, j'avais pas beaucoup d'expérience et il avait même, dans la pénétration, difficile à rentrer, donc en fait, il ne m'a pas pénétré. Donc on a fait l'amour vraiment. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là, ça a pu être une sorte de vaginisme à ce moment-là, parce qu'après, le jour d'après, il y avait plus, mais voilà, il a pris le temps, on a fait l'amour donc sans pénétration cette nuit-là. Et puis ce qui est très beau dans cette histoire de cette deuxième personne, c'est qu'on n'est pas sorti du lit pendant 1 semaine. Donc il a failli perdre son travail et on est resté tout nu pendant 1 semaine. Après on a été à l'opéra en remettant des vêtements, on n'avait pas pris une douche depuis 1 semaine, on sentait le sexe à des 3000 à l'heure. En fait, donc c'est ça en fait, c'est ça pour moi la sexualité, faire l'amour, c'est cette complicité, là j'étais 100% présente. Et voilà. Dans le jeu et le plaisir, alors. Ah oui, parce qu'il y avait ce truc où, en plus, donc j'avais un corps qui était plus rond et j'ai un corps qui est très blanc, mais donc il me traitait comme une déesse grecque. Alors on en jouait. Et donc c'est là où je dis que les hommes ont réussi à me redonner cette confiance et la beauté de mon corps. C'est parce qu'ils ont pris mon corps comme il était et l'ont magnifié comme j'aurais jamais cru que c'était possible, en fait. Oui, donc en soi, c'est comme si les hommes t'avaient redonné accès à la joie de ta féminité que tu as connue enfant très tôt, avec une forte fierté et connexion à ton corps, et puis finalement tu t'en es éloigné pour y revenir de manière plus belle, mais via le biais d'un partenaire en fait. C'est ça. Et j'ai pas honte de le dire, et je trouve que justement c'était un très beau chemin et j'avais besoin de ça. Je suis quelqu'un de très autonome, indépendant, solitaire, et donc oui, je peux faire plein de choses toute seule. Oui, la masturbation après, c'est des choses qu'on fait tout seul et tout ça, mais j'avais besoin qu'on m'accompagne. En fait, j'étais en manque de tendresse et d'amour, et donc quelqu'un, parce que on dit les hommes, mais si j'avais été attirée par des filles, ça aurait été ma compagne à ce moment-là. C'est juste que quelqu'un m'a pris par la main, m'a dit je vois qui tu es et tu mérites le droit d'être aimé, et donc viens, faisons-le ensemble. C'est plutôt ça, ouais. Et c'est génial parce que du coup, c'est vrai qu'on a cette tendance à mélanger en fait faire l'amour avec la pénétration, enfin à considérer que c'est un élément un petit peu obligatoire en fait, et on oublie, on en a parlé dans les épisodes aussi, on oublie toute la diversité en fait qu'il y a autour. Et je trouve ça génial justement que toi tu considères que vraiment la première fois où tu as fait l'amour, finalement, il n'y a pas eu de pénétration quoi. Donc c'est top. Oui, c'est assez. Mais j'ai vu tout de suite la différence entre la première fois où, parce que ça a pas été une fois. Hein, le premier, on était en centre de vacances ensemble, donc ça a duré 1 semaine ou 2, je sais plus très bien. Donc on a fait l'amour plusieurs fois, mais à aucun moment je n'étais présente. À aucun moment je n'ai aimé ça. À aucun moment. Voilà, il y avait la compréhension de mon corps qui était éteint. En fait, je comprenais pas. Après, il y a des choses qui sont passées entre les 2 ans aussi, donc j'étais plus la même personne non plus. On évolue, heureusement. Enfin, c'est pas qu'on évolue. Moi, je pars mon histoire, c'est plus, j'ai mis du temps à me retrouver, en fait. Donc, 19 ans, j'étais à des années-lumière d'être la personne que j'étais, et puis ça a mis 10 ans pour récupérer, en fait, tout ce que l'adolescence avait détruit. Donc, tu retrouves ta confiance en toi grâce aux hommes, en fait, au regard des hommes. C'est chouette comme... Oui, et c'est parce qu'en fait, c'est plutôt les personnes la personne qui me regarde, eh bien, c'est pas... comment expliquer ? C'est pas forcément la personne en face. Moi, je me vois du coup avec ses yeux. C'est quand t'as quelqu'un en face de toi qui a tellement d'amour pour toi, ou en tout cas qui a le désir, parce que, bon, amour et désir, c'est pas la même chose, mais quelqu'un qui te désire vraiment, mais pour moi, il y a rien de plus génial pour s'aimer. Comment après on ne s'aime pas? Quelqu'un qui nous désire vraiment, qui est dans le respect,
Oui, moi ça explose de partout et donc du coup c'est un, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas les hommes qui me regardent, parce que pendant la drague par exemple, on en discutait, je suis très mal à l'aise. Donc c'est pas forcément le regard des hommes, tu vois. C'est vraiment dans l'intimité profonde avec quelqu'un qui, je sais, même s'il est un peu, comme on dit en Belgique, clète, sans le vouloir, par le patriarcat, et qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas toujours, et nous non plus, et qu'on a mis du temps avant de savoir ce qui n'allait pas, parce que tout n'a pas été idéal non plus, mais je veux dire, c'est pas excusable, mais c'est compréhensible. Voilà. Je me demande si tu sais mettre des mots sur le fait que le partenaire te mette en confiance, que son regard aimant te permet comme tu dis, de t'ouvrir, d'exploser, et avec la capacité de prendre plaisir sexuellement, de jouir des sensations de ton corps, de la sensualité, de l'érotisme, tu vois, tout ce qui fait la magie de l'amour, comme tu dis. Comment tu fais le lien? Est-ce que tu as mis une certaine conscience? Écoute, je sais pas, je pense qu'en amour et dans les relations amoureuses, il y a beaucoup qui se joue par rapport à notre histoire personnelle. Donc on va peut-être rechercher aussi même en sexualité, on va rechercher des choses qui nous ont manqué, ou on refait en fait le même cheminement, on essaye de réparer, consolider les choses qui sont plus faibles. Donc je sais pas vraiment répondre à ta question, mais oui, je sais pas très bien en fait. Je suis pas sûre de comprendre la question non plus. C'est le fait que dans ta première expérience de pénétration, t'as pas eu de plaisir du tout, t'étais complètement déconnecté du plaisir et de la joie d'être là, et t'avais pas de sensation, et que justement là t'expliques que là t'étais vraiment en train de savourer ta sexualité. Est-ce que tu as découvert du coup le plaisir par toi-même entre les deux, ou est-ce que tu avais déjà découvert le plaisir, l'orgasme avant cette première fois avec ce premier amant? C'est marrant, mais je ne me rappelle plus très bien la masturbation quand j'étais adolescente. Je me rappelle de petites choses, mais je me rappelle plus le pic, ou à quel moment j'ai commencé à vraiment prendre mon pied et comment je faisais. Il y a quelque chose qui a été un peu flou, et je pense personnellement que je me suis coupée le plus possible de mon corps. Donc, à mon avis, il a pas dû avoir beaucoup de masturbation, ou en tout cas, elle était honteuse. Ça, c'est certain. Avant cette première expérience de pénétration, la sexualité et la masturbation, c'était quelque chose d'honteux. Et puis, je me rappelle que mon pic de la masturbation est plutôt venu après la deuxième histoire. C'était là, je me suis rendu compte que la sexualité amenait à la masturbation aussi, parce que souvent on n'arrêtait pas de nous dire à ce moment-là, non mais les femmes vous êtes frigides, non mais vous avez besoin de sentiments, et toutes ces conneries qu'on nous a bassinées dans les années 90, mais tout le temps. Enfin, moi j'ai grandi vraiment là-dedans, et là je me suis dit, mais en fait c'est aussi parfois l'inverse, c'est que c'est grâce à certains amants que j'ai découvert des trucs. Je me suis dit, ma masturbation en fait elle a explosé au plus j'avais d'amants, au plus je jouissais bien. Donc je me rappelle que j'avais des micro-jouissances. Je connais pas les différents orgasmes, mais il y a celui qui arrive très rapidement, mais qui est pas très, en intensité, voilà. Et puis alors ça monte. Eh ben, je suis pratiquement certaine que je les ai pas expérimentés avant ce deuxième garçon. Et c'est après où là ça a été, mais en fait, j'ai vraiment découvert ce que c'était la sexualité avec lui. J'ai vraiment compris pourquoi on en écrivait des livres et qu'on faisait des films, et pourquoi les gens faisaient l'amour H24. J'ai compris, voilà. Merci, c'est très beau. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes à oser aussi arriver à se dévoiler dans l'érotisme à deux, parce que voilà, on peut avoir des difficultés avec soi-même, et finalement l'autre est le levier principal pour s'ouvrir. Et comme tu dis, t'as pas tout conscientisé, c'était pas nécessairement tout ni pourquoi ni comment, mais tu as lâché prise et finalement tu as eu du plaisir. Et quel a été ensuite ton troisième élément, on va dire, essentiel dans ta vie sexuelle actuellement, qui a apporté un changement important? Radical. Ouais. Alors, le troisième, souvent je le raconte en disant c'est une très belle histoire, mais elle est triste. Mais c'est une très belle histoire. Autant les deux premiers événements sont plutôt joyeux, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Là pour le coup, ça m'a apporté énormément, mais c'est moins c'est une histoire triste. Ça faisait quelques mois, quelques années que j'étais célibataire. Bon, j'avais des amants, mais pas de relation à long terme.
Et j'ai eu une relation, c'est pas très intéressant, mais à un moment donné, je rencontre quelqu'un sur Tinder et on va boire un verre. Et je m'attends pas du tout, en fait. C'est un peu le truc où tu sors d'une relation qui était pas terrible, et puis t'as besoin d'un peu de confiance en toi, tu t'inscris sur Tinder, parce que bon, finalement, t'as pas de préjugés, et puis il y a des gens, tu connais des gens qui se sont rencontrés là-dessus. Et la première personne que je rencontre sur Tinder, c'est ce troisième événement. Je vais pas les nommer parce que je voudrais pas ils vont se reconnaître, mais voilà, ils ont droit aussi à leur vie, leur vie privée. Et on se rencontre dans un bar, et là, moi, j'ai un match que j'ai jamais eu, en fait, où j'ai l'impression que soit on s'est déjà rencontré dans une autre vie, soit, et d'ailleurs, les langues se délient, on parle pendant des heures, on se quitte pas, enfin, c'était vraiment une rencontre qui m'a beaucoup portée. Et c'est marrant parce que mon corps était pas, lui, il était terrorisé. Et ça, j'ai conscientisé après, c'est que j'ai très peur d'être aimée. C'est très bizarre parce que moi j'aime l'amour et j'aime les gens et j'aime aimer. Je suis amoureuse de l'être humain fois 1000, mais je suis terrorisée par le fait que quelqu'un puisse m'aimer. On va savoir. Et donc j'arrive pas à analyser ce qui se passe, mais lui le ressent parce qu'à la fin du date, il est, je sais plus quelle heure il était, 2h du matin, un truc comme ça, et il m'a pris très fort dans les bras, et plus tard il m'a dit, j'ai senti que c'était pas le moment de t'embrasser. Et j'ai dit, mais en fait, oui, heureusement, parce que un peu, le problème avec les dates, c'est le truc de, on va boire un verre. À la fin, il y a ce truc de, on s'embrasse. Si on a parlé jusqu'à 2h du matin, c'est qu'on s'aime bien, on s'est regardé dans le blanc des yeux pendant toute la soirée, on s'embrasse. Bon. Après, on peut toujours se dire, bon, mais je couche pas avec le premier soir. D'ailleurs, en y allant, je m'étais dit, Vic, tu ne couches pas avec ce garçon le premier soir. Parce que ce qui était intéressant, c'est que toutes les personnes avant lui, j'ai couché toujours le premier soir avec les mecs. Pas parce que je théorise le fait une belle rencontre, c'est on mange 3 fois et puis seulement je dors ensemble. Comme je le disais, moi j'ai aucun problème à dormir avec des inconnus, je trouve ça même très chouette. Bon, c'est pas les meilleures baisses de ma vie, mais ça apporte un truc qui est quand même, je sais pas, moi j'aime, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Et puis surtout, en fait, ça me, d'une certaine manière, je sais pas, il y a dans la peur d'être aimé. En fait, la première fois, elle déclenche un truc où la peur s'arrête. À partir du moment où le gars m'a vue toute nue, en fait, j'ai plus la peur d'être rejetée. J'ai plus la peur de l'abandon. Et donc, souvent, je m'étais pas rendu compte de ça avant, mais je rentrais la première fois avec un inconnu en se disant, allez, ce sera pas terrible, mais c'est pas grave. Ça ouvre la porte à une histoire d'amant qui va durer 2 jours, 1 semaine, 3 mois, 6 mois, et voilà. Mais avec ce gars-là, donc c'est le premier gars avec qui je ne couche pas la première fois. Et donc moi, je rentre chez moi, mais je suis hyper fière de moi. Parce que d'une certaine manière aussi, je ne sais pas dire non. Mais ça, je l'ai pas conscientisé avant. Parce que avant, quand ça se présente et que j'ai pas forcément envie, eh bien, mon cerveau, je le déclenche pour dire que je suis d'accord. Et je me rends pas compte que je fais ça. Deuxième date avec ce gars 3 jours après, c'est la même chose, on se dit tout, enfin, moi j'ai aucun tabou, c'est quelqu'un que je regarde droit dans les yeux, je dis mes défauts en disant voilà, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de commencer à montrer mon meilleur de moi-même, et je déteste ça en fait dans les rencontres. Et donc on met vraiment sur la table un peu nos plus grandes peurs, un truc que j'aurais jamais osé faire, et là on discute jusqu'à 4h du matin. Et les bars ferment, on ferme les bars l'un après l'autre. Et finalement, on est chez lui, on boit une dernière bière. Et là, tout gentil, le gars me demande est-ce qu'il peut m'embrasser. Mais évidemment, quelqu'un vous demande ça, évidemment qu'on dit oui. En fait, j'en avais pas envie. L'angoisse monte et je n'arrive pas à savoir si c'est mon corps qui a pas envie, genre je suis pas attirée par lui, parce que moi mentalement, mais je n'ai jamais rencontré un gars comme ça, donc je vois pas ce qui bloque, je vois pas pourquoi. Et donc on s'embrasse, mon corps est complètement éteint et là j'angoisse. Là je suis hyper fâchée contre mon corps. Donc j'entame ce que je fais. Dans tous ces moments où j'ai fait l'amour sans avoir envie, c'est que je force mon corps. Et c'est moi qui le force. C'est pas le garçon en face, parce qu'il aurait très bien pu entendre que j'avais pas envie, mais c'est moi, dans la colère d'être avec quelqu'un avec qui mentalement, j'avais envie de lui faire l'amour, et toute la nuit, et plusieurs fois. Mais mon corps, il avait pas envie.
il était pas dans son mood, il était pas bien en fait. Et donc malheureusement je connais mes fantasmes. Eh bien je me suis débrouillée pour que le gars me plaque contre un mur à un moment donné. Et en fait ça déclenche quand même, parce que quand on force son corps et que c'est nous qui le faisons, d'une certaine manière il y a quelque chose qui se déclenche. Mentalement j'ai dit oui, la vulve elle commence quand même à lubrifier, tout ça en fait mécaniquement le corps se prépare à l'acte sexuel même s'il en a pas envie. C'est ça qui est quand même assez dingue avec les femmes. J'imagine qu'avec les hommes c'est pareil, c'est juste que je connais pas cet aspect-là. Et donc c'est marrant parce que entre le moment où il m'embrasse, il va aux toilettes et là je sens que je dois partir, je sens que je dois m'en aller. Pas parce que ça va mal se passer, mais parce qu'en fait, mon corps, il a juste envie de rentrer. C'est une très belle soirée qui doit se terminer comme ça. Et c'est là où je n'arrive pas à dire non. Et c'est même moi qui vais vers lui. Et c'est moi qui lui saute dessus. Donc, je veux dire, le gars, il aurait jamais pu imaginer, avec ce que je dégageais de l'extérieur, et à un moment donné, ça devient compliqué, là, le consentement. Et on fait l'amour comme une première fois de deux personnes qui connaissent pas son corps, le corps de l'autre. C'est une première fois qui est première fois je vais pas le décrire, mais ça a été compliqué parce que du coup après je m'en suis voulu, et en même temps je m'en rendais pas compte parce que j'étais contente de m'être forcée, vu que ça allait déclencher peut-être une vie amoureuse avec ce gars, que ce soit amant, que ce soit j'avais pas une vision à long terme, mais comme c'était tellement quelqu'un que j'avais envie de garder près de moi, eh bien malheureusement je l'ai payé de ma sexualité. Le lendemain matin, on se réveille, on refait l'amour quand même, et puis on a des moments de complicité qui sont très beaux, donc c'est ça qui est très dingue, c'est que je vous raconte un truc qui s'est très bien passé, sauf que moi, je sens le matin qu'il y a quelque chose qui a disparu. Dans ce lien magique qu'il y avait entre nous, à la Pocahontas, où il y avait les feuilles qui tournaient autour de nous, là, il y avait plus rien de ça le matin. Et je sens ça très fort, et lui aussi d'ailleurs, parce que ça, on était très connectés, et donc on mange quand même ensemble le petit-déj, on se dit au revoir, on s'embrasse. Je rentre chez moi et là, mon corps s'effondre et je pleure. Et mon mental comprend pas parce qu'on a passé une super belle soirée. Donc, j'ai pas eu mal pendant l'acte sexuel. Y a rien qui s'est passé. Mais à un moment donné, il y a une petite voix qui m'a dit: Vic, c'est la dernière fois où tu le vois, ce gars. Et en effet, c'était la dernière fois où je l'ai vu. Parce que quelques jours après, il m'a très gentiment dit que il le sentait pas, que voilà, un message classique de pas de rupture parce qu'on n'était pas ensemble. Et il avait raison parce que même moi, j'étais pas capable à ce moment-là de rentrer dans une relation. Et c'était marrant parce que mon corps n'a pas eu de libido pendant 6 mois, entre 6 et 8 mois. Il s'est complètement arrêté. Tu trouves que c'est marrant ? Non, c'est marrant, c'est pas marrant. C'est là où je trouve que le corps est extrêmement intelligent et il m'a fait comprendre où était le problème. Parce que je voyais pas où était le problème, moi. Je te challenge un peu, oui. Mais tu mettrais quoi comme autre mot, comme marrant ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu parles d'un événement fort et puis 6 mois sans libido, c'est quand même intense. Ça te chamboule, c'est un bouleversement. Non, et puis surtout que je sais pas comment sont les autres femmes, mais moi je suis très libidineuse, donc dans mon cycle menstruel, il y a des moments où j'ai envie de faire l'amour à tous les hommes et je sais que c'est la semaine et donc pour moi les 6 mois sans libido, ça a été très, ça a pas été douloureux du tout. En fait, c'est un peu comme si mes hormones ils stagnaient. Donc j'avais pas de pic. C'est très marrant et je suis pratiquement certaine aussi que j'aurais peut-être même pas ovulé pendant ce moment-là. C'est comme si j'étais en stand-by. Et donc non, c'est pas marrant, c'est juste que c'est pas interpellant non plus. C'est surprenant, vraiment. Comme quoi le corps peut s'exprimer tout seul et donc faire comprendre au mental que... Parce que c'est vrai que les gens parfois ont du mal. Moi je dissocie le mental et le corps beaucoup parce que comme j'ai vécu dans le mental pendant plus de 15 ans de ma vie sans prendre en compte le corps, eh bien maintenant on s'adore, mais je continue à parler du corps et du mental. C'est comme ça que je trouve mon équilibre. Et voilà, j'ai répondu à la question. Surprenant, oui. Surprenant. Et donc la fin de cette histoire, c'est que donc plus de libido pendant 6 mois, 6 à 8 mois même. Et c'est marrant parce que le fait de m'avoir pas retiré, mais d'avoir annulé cette libido, j'ai pu comprendre ce qui se passait. Et j'ai refait toutes mes histoires passées. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Je m'étais même jamais rendu compte que la première fois avec les gars, je me suis toujours forcée, en fait.
ou souvent, où j'étais pas forcément d'accord. Et en même temps, comme je disais rien, l'autre personne, j'imagine, elle part du principe que oui. Et puis comme en fait, moi, je lubrifiais, mon corps, de l'extérieur avait l'air d'avoir envie. Donc c'est très compliqué après de dire enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire, à l'époque, je me voyais pas. Et puis, en fait, on pense souvent, c'est ça qu'on nous fait croire, que c'est nous le problème, que c'est nous qui sommes, qui sommes frigides ou qui on se pose trop de questions. Et donc on porte tout cet héritage comme ça là-dessus, enfin sur les épaules. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que c'est ça qui a déclenché mon envie de faire de l'éducation à la sexualité, parce que j'avais pas conscience de tout ça. Et puis surtout, tout le travail que j'ai fait après pour me reconstruire, la colère après est montée, la colère contre la société, patriarcat, mon engagement féministe a explosé. Et je refuse aujourd'hui que les générations futures vivent ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, d'ailleurs, je mets même le mot viol sur ce que je m'inflige, moi, parce que je viole mon propre corps. Je lui force un truc qu'il a pas envie, et je me fais croire que tout est ok. Donc j'ai jamais été violée en tant que telle, donc c'est vrai que c'est très fort, et parfois les gens n'acceptent pas que j'utilise ce mot-là, parce que pour eux, c'est une personne extérieure qui te force à faire des choses. Mais moi, je veux qu'on parle du moment où toi, tu te forces, parce que la violence, elle est immense. La culpabilité qu'on a, après, c'est décuplé. C'est toi qui t'es forcé, et puis c'est toi qui va pas bien, et oui, ça a été très interpellant, mais après, du coup, cette vocation aînée qui a toujours été là, en fait, le faire d'éducation à la sexualité, ouvrir les tabous, elle a toujours été là. Ça fait 10 ans que j'en faisais sans m'en rendre compte. Mais là, ça a libéré quelque chose, et j'en suis pas sortie la même de cette histoire-là. Donc, c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans maintenant, je sais plus. C'est une très belle histoire, mais qui est quand même très triste. Et aujourd'hui, justement, par rapport à cette prise de conscience très forte, en fait, de se faire violence, de faire croire que tout est ok alors que tu violes ton propre corps, t'en es où dans ce cheminement? Ça t'a donné cette passion de vraiment t'engager dans l'éducation sexuelle, parce que c'est déjà ce que tu faisais, ce que tu aimes faire, et ce qui te porte, on voit cet enthousiasme et kiffant. Mais pour toi aujourd'hui, tu te comportes comment en fait dans tes relations et avec ton corps? Alors c'est marrant, parce que après cette histoire-là, j'ai encore eu une longue période évidemment de célibat. Et puis après, j'ai un travail à faire sur la dépendance affective, qui est quand même très très bien ancré, et qui fait que je m'accroche à des gens qui ne veulent pas de moi. Et voilà, ça a été un autre travail, mais qui du coup n'a pas amené une sexualité avec une autre personne. Mes amants des années d'avant, on n'avait plus de lien. C'est pas des gens que j'aurais pu réappeler et refaire d'ailleurs, je m'en suis voulu pendant le confinement de ne pas avoir un amant que j'aurais pu rappeler. Ça aurait été pratique, mais je veux dire, j'avais pas d'amant que j'aurais pu retrouver. Et j'ai aimé cette période, parce que depuis lors, en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience avec des gars. Mais par contre, j'ai jamais été aussi heureuse de ma sexualité. Donc c'est marrant, parce que là, du coup, c'est l'inverse. Je dois refaire toute mon éducation sexuelle personnelle, mais je retrouve le plaisir infini et immense de faire l'amour avec moi-même. Donc les garçons, ils viendront après. Maintenant, je prends soin de moi, je redécouvre mon corps, et je le respecte, et surtout je mets à jour mes fantasmes, ma jouissance, voilà. Et les garçons, ils viendront après, s'ils viennent, parce que je sens bien que j'ai beau être avenante et sympathique et souriante, en fait, le mur, il est quand même là. Et je sais que les gars le sentent. Je l'amène. Et maintenant, je me rends compte à quel moment je l'amène. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même un truc qui est pas... je suis pas encore passée au-dessus. Mais le travail continue. Et comme tout célibataire, il y a des moments où on le vit très mal, et des moments où on le vit très bien. Et moi, à 90%, je vis très très bien. Et puis les 10% pendant le confinement, où quand on a ses règles, on a envie d'un câlin, oui, dans ces moments-là, être célibataire et sans avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, oui, c'est moins drôle. Mais oui, je le dis haut et fort, faire l'amour avec soi-même, c'est quand même... c'est le summum absolu. J'ai jamais joui avec un garçon qu'avec moi-même. Donc, je suis hyper épanouie sexuellement, sans faire l'amour avec quelqu'un, à part moi-même. J'adore ce que tu racontes.
te voir en parler, t'écouter et tout, c'est vraiment hyper inspirant. Et je voulais justement creuser un petit peu avec toi. Comment est-ce que tu as appris à réécouter ton corps? Parce que du coup, tu peux très bien avoir la même problématique d'avoir envie ou pas envie, que ce soit avec un homme ou que ce soit avec toi-même. Comment est-ce que tu as développé ça? Et est-ce que tu arrives du coup mieux à t'écouter finalement? En fait, je sais plus très bien comment ça s'est mis. Comme je disais, dans mes cycles menstruels, j'ai des pics de libido qui sont très forts. Et donc, j'imagine que c'est des moments où je me masturbe parce qu'il y a une tension, parce qu'on dit souvent les garçons ont besoin de se masturber, les filles non. Non, mais moi je sens une tension, hein. Si je me masturbe pas, je suis, enfin voilà, j'ai besoin, et puis surtout, si j'ai pas réussi à me faire jouir, je suis ultra frustrée et ça a des conséquences. Donc, c'est peut-être ça qui a amené le fait de redécouvrir son corps, c'est de se dire bon, maintenant je me rends compte que j'ai besoin de ça. J'ai jamais vraiment utilisé la pornographie, ça me parle pas. Moi, j'utilise plutôt la pornographie BD ou en dessin. Et donc, ce qui a dû amener, j'imagine, c'est trouver les premiers comptes Instagram ou les petits dessins qu'on trouve. Je crois que j'ai été chercher de l'apport érotique, ça c'est certain. Mais j'en ai pas beaucoup, donc j'ai même pas un ordi rempli de fichiers où je pourrais même pas te dire. C'est plutôt j'ai envie maintenant, je cherche quelque chose, mais ouais. Mais du coup, en fait, ma question, c'était plus parce que ça me parle beaucoup, hein, dans le ressenti dans ton corps. On sent en effet, par moment, que notre corps, il réagit plus ou réagit moins. Mais en fait, si tu prends, par exemple, une pénétration que tu pourrais faire toi avec toi-même, tu peux sentir, en fait, que potentiellement, t'es pas ouverte et tout et tout. Est-ce que ça, c'est des choses que t'as expérimentées ou pas? Alors, j'ai pas été vraiment hyper loin, hein. Même moi qui me dis libérée de plein de choses, des blocages, j'en ai encore plein. Et donc du coup, les sextoys par exemple, je suis même pas encore arrivée à ce stade-là. Même si j'ai des trop chouettes amis qui vont se reconnaître, qui ont hyper envie de m'en offrir et tout ça, j'ai mes blocages de la honte, de la masturbation, ils sont tellement imprégnés que ça, j'ai encore du mal. Il a fallu, parce que ça aussi c'est une très belle histoire, c'est que j'ai été à un atelier de vulvologie il y a pas si longtemps, il y a 1 an. Avec qui? C'était avec Ruta, l'Aisbel Ruta, je pense. Enfin, on mettra dans les liens des gens géniaux. Et il y avait de mémoire un médecin et une sage-femme. En bref, c'était 2 femmes absolument fabuleuses. Et elles, en fait, on s'est mis en cercle. Elles ont commencé par nous montrer leur vulve. Mais moi, qui suis attirée par les garçons et qui a des tabous familiaux à n'en plus finir, moi, je n'ai jamais vu la vulve d'une autre fille que la mienne. C'est ça qui est dingue, c'est que t'as 2 femmes comme ça qui ont mais c'était hyper puissant de se dire, on se déshabille, on vous montre notre entrejambe. J'étais là, genre, d'ailleurs, on était hyper intéressés et c'était dans beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et donc on a vu ce qu'on voyait jamais. Parce qu'on commence à voir des fameuses images de vulve et tout ça, mais comme ça ressemble pas à la mienne, ou que je me reconnais pas forcément, et puis je vois pas ce que c'est en vrai, et puis j'ai pas forcément envie de taper sur YouTube et regarder du porno, enfin, ça me parle pas. Et puis c'est pas sur du porno qu'on va te montrer le clitoris, l'urètre et tout ça. Et donc c'était vraiment absolument génial. Quand je parle de mes tabous, c'est que moi je me suis jamais regardée avec un miroir jusqu'à mes 28 ans. Alors, dans ma construction, à un moment donné, quand j'habitais en coloc, j'avais envie de le faire. Mais il y avait quelque chose qui me freinait, dans le sens où j'avais pas envie de faire ça dans ma chambre. Il y avait ce truc un peu de nouveau, je crois que ce poids de la honte, j'avais pas envie de faire ça dans la salle de bain. J'avais envie d'un moment un peu rituel, un truc comme un rituel de femme, ou un truc où on était plusieurs, un truc de nouveau où être soutenu, parce que dans ces moments-là, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin qu'on me tienne par la main ou qu'on me prenne dans les bras en disant viens, on y va. Et entre copines, c'est pas comme si on se déshabillait et qu'on se montrait notre vulve non plus. Mais voilà, ça faisait quand même 10 ans que j'y pensais, mais que j'avais pas passé le cap. Et en même temps, c'est parce que je savais très bien aussi pourquoi je le faisais pas. Et arrivé à l'atelier de vulvologie, c'est que les moments de l'univers où ils te balancent des petites choses, c'est que l'atelier était rempli, hein. Et puis je m'étais mis sur liste d'attente. Et puis la veille, elle m'a dit il y a une place, est-ce que tu viens? Si 2 semaines après j'avais dû m'inscrire, je serais jamais venue.
qu'on se le dise, parce que atelier de vulvologie sur le papier, ça a l'air génial, mais au moment même, tu te dis qu'est-ce que tu vas aller foutre, et puis tu commences à critiquer tes propres trucs, et puis tu commences à juger, enfin bref, et tu y vas plus. Mais le fait que c'est la veille, mais t'as pas le temps. En fait, je me suis retrouvée dans le tram à aller à ce truc en me disant genre, ok, et d'une certaine manière, un peu comme les blocages psychologiques, on accepte la vérité que quand on est prêt. Et cet atelier m'a accompagnée à découvrir qu'en fait, je ne décalote pas correctement. Le gland de mon clitoris ne décalote pas. Et donc, c'était assez beau parce que quand j'ai compris ça et que je l'ai vu, parce qu'en fait, de haut, je voyais bien que je voyais pas mon clitoris, et on voyait ces images partout de clitoris, machin. Et moi, j'étais là genre, mais moi, j'ai pas ça, en fait, entre les jambes. Et donc, il y avait un peu cette angoisse qui montait, et là, d'être accompagnée et de voir qu'effectivement, il y a un souci de décalotage, hein, mon gland est à l'intérieur. J'ai lâché complètement et je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, je n'ai jamais eu, ne fût-ce qu'un petit peu de plaisir pendant un cuni. Genre les cunis pour moi c'est des moments mais qui sont mais d'un ennui profond, et j'ai beau avoir des amants et qui ont essayé de faire, je me fais chier pendant un cuni. Et donc là la culpabilité, ça fait 10 ans que j'ai une sexualité, ça fait 10 ans que je me dis que c'est moi qui ai un problème parce que toutes les filles disent qu'un cuni c'est génial, et là je suis en train de me rendre compte avec un miroir qu'en fait les mecs ils suçaient un morceau de peau. Tu m'étonnes que je ressens rien. C'est mes petites lèvres en fait qui sont trop longues et du coup qui se mettent au-dessus du gland de mon clitoris. Et donc du coup même si j'essaie de décaloter, il est coincé à l'intérieur. Et ça a été très dur. Là pour le coup, c'est comme les traumatismes enfuis qu'on a dans l'enfance et qu'on ne sait plus, et puis au moment où on est prêt, on commence à faire un travail et ils ressortent et ram, ils jaillissent. Et là j'ai eu une colère mais monstrueuse parce qu'en fait mes gynécologues ils ont vu mon entrejambe pendant combien d'années. Comment ça se fait qu'il y en a aucun qui ne m'a dit ça? Ils en voient mais tous les jours. Et donc j'avais une colère mais immense contre tout le monde. J'avais besoin de trouver un coupable. J'ai été voir ma mère en pleurant parce que j'avais envie de dire que c'était sa faute, c'est elle qui m'a engendré. Alors il fallait bien trouver quelqu'un, tant c'était sa faute. Et oui, mais ça a été très dur à accepter. Surtout qu'après, il faudra qu'un jour, je ne suis pas encore prête, mais d'aller consulter pour aller peut-être me décaloter le gland du clitoris. Et là, ma colère elle est encore plus grande parce que tu vas voir qui. C'est un truc, moi je veux pas être le patient zéro d'un truc qu'on n'a jamais fait. On ne connaît pas, on décalote les glands des garçons et c'est une opération qui se fait depuis des je sais pas combien d'années, et on a une expertise là-dessus qui est assez importante. Mais chez les femmes, pas. Et d'ailleurs, tu tapes, j'en ai parlé à des médecins, personne sait de quoi on parle, les gynécologues ils savent pas non plus. Voilà, je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais c'est pour la découverte, découverte avec toi-même. Et donc avec la masturbation, oui, c'est ça. J'ai une masturbation qui est propre et qui est bien la mienne, parce qu'il faut bien que j'arrive d'une certaine manière à faire jouir ce gland du clitoris. Et moi, ça passe par le coussin, par exemple. Et c'est à l'aveugle. Et donc le truc avec malheureusement ma masturbation pour l'instant, c'est que il y a un frottement qui peut être douloureux parce qu'en fait il y a des couches de peau entre mon gland et mon coussin, et donc voilà, on parlait de masturbation, je sais plus pourquoi je suis arrivée à cette histoire-là, mais je dois apprendre avec mon corps à gérer et accepter d'être née comme ça, voir que peut-être qu'un jour peut-être que je vais juste jamais me faire opérer et ce sera très bien. Maintenant, en fait, de nouveau, j'ai envie d'être accompagnée pour ça. J'ai pas envie de faire ça toute seule. J'ai envie d'être avec un chouette gars, en couple ou pas, ou avec un amant, et j'ai envie de tester des choses, mais ensemble. Et j'arrive à un stade où j'ai trouvé ce qui me faisait hyper fort jouir pour l'instant. J'ai pas envie d'aller sur d'autres choses, et j'ai besoin de tendresse et de câlin et de qu'on me tienne par la main. Voilà. J'ai envie de faire juste une parenthèse justement sur ce que tu mentionnes en tant que sexologue. Alors, j'en parle souvent, effectivement, au niveau embryologie, qu'on soit garçon ou fille, indépendamment du genre, mais voilà, avec un sexe masculin ou féminin, on a tous, on va dire, un corps érectile,
le clitoris pourrait s'appeler le pénis féminin quelque part, ou le pénis pourrait s'appeler le clitoris masculin, peu importe. Mais donc on a un corps érectile avec tous les deux un gland, chez la fille comme chez les garçons, le gland du clitoris, le gland du pénis, et un prépuce, donc la peau qui recouvre. Et effectivement, on pense tout de suite médicalement à vérifier qu'on peut décaloter le gland du pénis depuis le plus jeune âge pour laver. Et on ne le fait jamais chez les filles, quasiment jamais. C'est quasiment presque un tabou et presque honteux de dire qu'on va le faire, alors qu'on devrait, dès la naissance, pour les filles comme les garçons, décaloter, parce que sinon après, on voit bien les conséquences que ça a chez les garçons. C'est les mêmes chez les filles. Il y a des problèmes de douleur, il y a des problèmes d'adhérence, et donc il y a certains problèmes de difficulté à jouir ou à avoir du plaisir ou à toucher son clitoris, parce que justement, il y a le prépuce est quelque part collé au gland, et finalement ça a pris la fille et elle dans sa vie et partenaire et tout le monde de la possibilité de jouir pleinement de son corps, et ça reste quelque chose de très inconnu de beaucoup d'hommes et de femmes. Et il faudrait pouvoir accompagner les jeunes filles aussi à leur dire il faut décaloter, il faut nettoyer. C'est aussi une question d'hygiène, de bien-être, d'éveil du soi, de son corps, et de le connaître. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça et qui ne le font jamais. Donc c'est vraiment important de souligner. Je sais pas qui peut prendre action, mais chacun chez soi, en tout cas, ça commence par l'individu, je pense, d'en être conscient déjà. Moi, ça ouvre plein de questions parce que du coup, j'avoue que je suis pas familière avec ça. Donc, c'est intéressant que toi, ça soit peut-être cet atelier qui t'ait mené là-dessus, qui t'ait mené à cette découverte. Et ça ouvre plein de questions. Mais vraiment, ce genre d'atelier, même si c'est un côté, ce que je comprends, il y a des gens qui peuvent dire, qui peuvent vite avoir peur de qu'est-ce que c'est. Ce sont des filles qui se montrent. Enfin voilà, il y a beaucoup de jugements par rapport à ça. Mais je vous conseille vraiment, aux auditeurs et aux auditrices qui les écoutent, si on sent prêt de faire ce genre de démarche, parce que de toute façon, on se retrouve avec des gens hyper bienveillants. Souvent, il y a que des femmes, que des femmes. Qui sont là, indépendamment du genre, mais je veux dire, c'est ça qui est beau aussi. Et donc, on se sent hyper fort en sécurité. On a lâché des choses toutes pendant ce moment-là qui étaient très personnelles sur la sexualité. Quelqu'un qui a parlé du viol, qui a parlé il y avait des personnes, des femmes qui étaient plus âgées, qui nous avaient dit combien de temps il avait fallu pour jouir. Enfin, il y avait des témoignages comme ça qui étaient super forts, et je me dis, mais c'est ça qu'on devrait faire, en fait. On devrait en parler et ne plus avoir honte de toutes ces petites choses, parce que moi aujourd'hui j'ai envie de dire je suis hyper fière de mon clitoris. Et je pense qu'on peut au Lovell Center, je pense qu'on va créer ça, des ateliers de découverte de la vulve, des cercles de femmes. Ça peut être masturbation, mais juste découverte du corps déjà, de l'un et de l'autre, ou comme tu dis, on est pris par la main dans un moment un peu rituel, où on est en sécurité, où on est tous à oser se dévoiler, être intime et d'être dans une humanité amplifiée quelque part. Et le lieu est propice à ça, et c'est l'intention en tout cas du Lovell Center, c'est d'aller vers l'épanouissement des gens à leur rythme, avec leurs besoins. Et je pense rester connecté, auditeurs, auditrices, parce que je pense que on va proposer ces ateliers dès qu'on le pourra, en tout cas. Tu parlais de ton projet enfin non, tu n'as pas parlé, mais moi je sais que tu as un projet, et qui est lancé d'ailleurs, sur les fantasmes. Est-ce que tu peux nous en dire un bref mot? En fait, c'est juste né pendant le confinement où j'ai dû rechercher du contenu érotique que j'avais plus fait depuis longtemps, parce que j'ai une très belle imagination, ce qui fait que je prends des personnes que j'ai croisées dans la rue, au bar ou machin, et c'est les personnes que je vais utiliser dans mes rêves érotiques ou dans mon imagination érotique. Mais pendant le confinement, évidemment, on ne voit plus personne, les gens se parlent plus. Enfin, c'est plus difficile d'imaginer que le serveur, tu lui fais l'amour derrière le bar. Enfin, c'est compliqué. Et je me suis rendu compte que du coup, je devais retourner voir du contenu érotique. Et de nouveau, je regarde pas les vidéos, ça me parle pas du tout. J'ai essayé, ça me parle mais vraiment pas. Et j'ai cherché sur internet de la BD érotique sous le manteau, comme on fait un peu. Et ça faisait très longtemps, ça faisait peut-être 6-7 ans que j'avais plus été voir. Mais j'avais pas les lunettes féministes que j'avais alors aussi. Donc c'est ça aussi, quand on grandit, c'est qu'on se rend compte que tiens, les livres qu'on lisait il y a 10 ans, en fait sont truffés de trucs complètement aberrants, et on s'en est même pas rendu compte. Là, je m'étais pas rendu compte à quel point certaines BD sont 10 fois plus violentes que le porno traditionnel, parce que tu ne dois pas demander à une femme de subir ce que le dessinateur a comme fantasme. Et donc, je me suis retrouvée sur un site qui avait, mais je sais plus combien d'histoires.
Et la violence, enfin, il y a des moments, moi, pourtant en sexualité, j'ai pas d'a priori, je suis pas jugeante, mais en avoir envie de vomir, parce que moi, je me mets à la place de la femme, vu que je suis une femme et que je suis attirée par les hommes. Donc, je me mets pas à la place de l'homme qui jouit, je me mets à la place de la femme qui subit. Et donc, il a fallu que je trouve, donc par page, il y a 25, il a fallu la page 27 pour trouver une histoire où la fille était consentante de ce qui lui arrivait. Donc c'est pas un peu le problème, c'était autant vous dire, j'ai cherché pendant 3 heures une histoire pour me masturber, ça n'a pas fonctionné, j'étais encore plus frustrée et encore plus fâchée, mais surtout cette colère après elle est montée, elle a continué en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, vu que ça c'est il y a des podcasts érotiques qui marchent bien. De nouveau, avec moi, ça marche moins bien. J'aime bien les livres, mais de nouveau, la plupart des livres sont écrits par des hommes et puis ça coûte cher. Donc, le problème avec les contenus érotiques, c'est qu'il faut qu'ils changent très vite parce qu'on s'habitue très vite et donc ça nous excite plus. Tu peux pas prendre une BD érotique et la lire pendant 10 ans. Elle va t'exciter peut-être pendant 1 semaine, 3 mois, 6 mois si t'as de la chance. Après, les dessins, tu les connais par cœur. C'est toujours la même chose. Donc, il faut continuellement renouveler ta BD, enfin, ta bibliothèque érotique. Et donc, ça fait cher parce que moi, du coup, c'est les dessins. Ça pourrait être des livres aussi. Mais même quand t'achètes un livre ou une BD, parce que pour l'instant, je suis au chômage, par exemple, donc je croule pas sous l'argent non plus. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas si ça va t'exciter. Donc, tu achètes un truc à 25 balles, écrit par quelqu'un qui fait de la BD érotique, et en fait, ça te parle pas du tout. Bah, t'as perdu 25 € et t'es toujours aussi frustré. Enfin, c'est énervant. Et donc, là-dessus, j'ai vu aussi des gens près de moi qui n'avaient pas le même âge que moi. Et je me suis dit, mais comment elles font, ces personnes-là? Enfin, j'ai regardé les gens avec un autre regard en disant, moi, encore, quand il y a une histoire avec une fille qui a 18 ans, je peux encore me mettre dedans, tu vois. J'ai plus 18 ans, mais je peux encore me glisser dans le truc et essayer d'être dans la peau de la fille. Mais quand on a 60, quand on a 50, ou même quand on a 40, t'as plus envie d'avoir une histoire érotique avec une gamine de 18 ans. Ça te parle plus. C'est normal. Et quand t'as 16 ans, t'as aucune envie, enfin, j'imagine, d'avoir que des histoires où il y a des gangbangs où ils sont 25 sur une fille. Enfin, je veux dire, où elle... En fait, il y a pas d'échelle. C'est la même histoire pour tout le monde, ou plus ou moins la même chose. Et donc, je me suis dit, faudrait partir, en fait, des fantasmes des femmes. Voilà. Et donc, j'ai créé un projet qui va être lancé bientôt, il faut que je m'y mette, qui s'appelle Femtasme. Et donc, il va récolter des témoignages de toutes les femmes ou toutes les personnes qui se disent être femmes, parce que tout est bienvenu. Et ça peut même être des hommes, hein, parce que j'ai plein d'amis garçons qui ont qu'une envie, c'est de témoigner aussi, parce qu'en fait, ils se retrouvent pas non plus dans les histoires. Enfin, à un moment donné, on va pas se mentir. Et l'idée, après, ce serait de récolter des fonds pour demander à des dessinateurs de les dessiner. Et remettre la BD érotique au goût du jour, parce que personnellement ça me parle, mais parce que je pense aussi aux adolescents pour leur donner une alternative à ce qu'il y a gratuitement sur Internet, parce que c'est ça aussi le challenge, c'est que mon site il se veut 100% gratuit, sans pub, sans rien du tout, parce que comment contrer YouPorn? Enfin, il n'y a pas 36 000 solutions non plus. Moi, je préfère que les adolescents se masturbent sur des histoires écrites par des femmes, ou en tout cas par des hommes respectueux des femmes, et qui sont 100% gratuites, que d'aller trouver des vidéos qui sont macabres. Après, il y a plein de moyens de monétiser, et ça me fait vraiment penser à Erika Lust, d'un point de vue là du porno, des vidéos, mais qui vraiment crée ces vidéos sur base des idées, des fantasmes des utilisateurs, entre guillemets. Et donc, du coup, ça crée quelque chose qui est complètement beaucoup plus varié, une diversité, des corps qui sont différents, et tout et tout. Moi, je pense déjà à plusieurs dessinateurs que je connais, on en a déjà parlé, mais en tout cas, c'est un appel aux auditeurs, auditrices. Si vous avez des talents de dessinateur et que vous voulez vous prêter au jeu, la même histoire peut être dessinée par plusieurs personnes, hein. C'est comme un livre peut être écrit, enfin, peut donner plusieurs films. Voilà, contactez Victoria et puis voilà, voyons ce qu'on peut faire, parce tu en demandes de pouvoir avoir des personnes bénévoles qui veulent avoir cette approche humaine et presque militante aussi, de dire on veut proposer autre chose de gratuit à tout le monde pour qu'il y ait quelque part
une ouverture autre que le porno mainstream qui véhicule des valeurs totalement différentes. Exactement. Mais pour l'instant, je cherche surtout des témoignages parce que j'ai pas encore lancé aussi correctement la chose. Je suis pas encore très bien avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais il me faut une diversité de témoignages. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter. Et j'ai un formulaire qui est 100% anonyme. Donc je peux pas vous retrouver, je peux pas savoir sur aucune manière qui vous êtes. Et n'hésitez vraiment pas, quel que soit votre âge, vraiment. Enfin tout, il y a pas de. Enfin, je suis toute intéressée par des gens de 90 ans, que même de 14, 15. Enfin allez-y, parlons-en et je ferai des dessins, ou en tout cas je me débrouille pour que ce soit là, pour que vous puissiez l'utiliser et allons-y quoi. Vive le clitoris et le pénis, j'ai envie de dire. Je pense que les gens peuvent, même si on n'y pense pas, qu'on n'a jamais pensé à écrire une histoire érotique, ce qui est chouette, c'est de passer de l'abstrait au concret, à rentrer dans les détails, de se découvrir à travers c'est quoi ce qui me fait kiffer, quels sont les détails, comment j'imagine, waouh, un scénario super beau, parce qu'en faisant cet exercice pour toi, pour les autres, on s'offre à soi aussi une découverte de notre idéal du moment et de se dire waouh, mais en fait si j'arrive à l'imaginer, je peux le créer. Et tant qu'on passe pas le temps à se créer des scénarios érotiques super beaux, mais comment imaginer que la vie nous plaise, soit satisfaisante, jouissante, orgasmique, si en fait on n'est même pas capable d'avoir notre propre originalité d'imagination et d'aller mettre les détails qui font toute la différence. Alors, merci beaucoup Victoria pour ce superbe partage très 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 riche. Le podcast a été long. D'habitude, on demande un conseil pour évoluer, mais t'en as donné plusieurs. Déjà, il y a Femtasme et il y a la vulvologie, les cercles de femmes. Voilà, il y a beaucoup. Là, on a parlé du prépuce, donc je pense que voilà, les gens ont reçu beaucoup d'informations. On va terminer ce podcast. Je sais pas si tu veux donner juste un mot de fin par rapport à cette expérience et le fait d'intégrer l'équipe. Oui, mais en fait, je suis plein d'amour et de gratitude. Pour l'instant, je fais que recevoir soit des belles propositions, donc oui, genre juste merci. Puis merci de nous avoir écoutés, évidemment. Et je vous souhaite tellement des belles choses que je sais pas. Je suis très émue, donc je sais pas très bien comment le formuler, mais voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Vous le méritez vraiment, genre vraiment. Merci. Merci beaucoup. Et un clin d'œil à Camille Bataillon qui est pas là, mais qui est avec moi dans mon cœur pour ce changement de dynamique dans ces podcasts, et ce mérite lui revient tout autant qu'à nous trois en fait. Voilà, et bien c'était la fin du 18e épisode. Si vous souhaitez nous soutenir, sachez qu'on recherche des fonds pour financer ce podcast, le pérenniser, en créer des nouveaux. Alors si vous connaissez des gens qui ont un peu d'argent, ou bien des personnes qui en ont un peu plus, qui veulent se découvrir mécènes, philanthropes ou peu importe, qui sont potentiellement intéressés à nous soutenir, informez-nous et puis on essaiera de les contacter. Voilà. Au micro aujourd'hui, Victoria Mingeot, Camille Rimbaud, notre productrice, et on remercie du fond du cœur également de Podcast Factory Org qui nous soutient dans cette création. Et aussi Olivier Majoren au micro. Entre nous. Entre nous.